Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. À en croire les transphobes, la priorité des luttes féministes, le péril mortel des femmes de nos jours, c'est les femmes trans dans les toilettes pour femmes. On pourrait dire que j'exagère, mais quand on fait des recherches sur le champ lexical de l'inclusivité, par exemple, en regardant les recherches Google, c'est frappant de voir la proportion que le mot toilette occupe. Alors non, disons-le clairement tout de suite, il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est une panique morale transphobe sans fondement, un pléonasme ça s'appelle. Mais transphobie mise à part, et ce serait déjà en soi une bonne raison d'arrêter, entendons-nous bien, le problème de ces paniques morales, c'est que ça nous empêche d'avoir une vraie discussion sur les toilettes. Bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes qui, en fait, va pas durer 5 minutes, en fait, parce que c'est trop intéressant. Et oui, aujourd'hui, on va parler toilettes. Et non, spoiler alerte, on ne va pas trancher le débat de s'il faut lever ou baisser la lunette des chiottes. Contrairement à ce que certains masculinistes affirment, c'est pas ça l'enjeu féministe non plus. C'est parti pour un épisode classe, élégant et raffiné. Oui, c'était pas facile de s'élever au-dessus du niveau pipi caca, je te le dis. Bref, parlons de l'égalité aux chiottes. Les chiottes, crois-le ou non, c'est un champ de bataille féministe. Par exemple, on est déjà très nombreuses à être allées aux chiottes pour hommes parce qu'il y avait trop la queue chez les femmes. Et si je te disais que ça, par contre, c'est une vraie question. Autre exemple, tu as sans doute déjà entendu, ou dit toi-même, des blagues sur ces femmes qui vont aux chiottes en bande parce qu'elles sont incapables d'aller pisser toutes seules. Ah, ces maricommères qui ne peuvent pas s'empêcher de bavarder même aux toilettes. Et les toilettes publiques, il se trouve que c'est un sujet qui a beaucoup intéressé Caroline Criado-Pérez, journaliste, militante féministe et autrice de Femmes invisibles, Comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes, un livre sur lequel je me suis appuyée pour cet épisode. Donc, la queue au WC, parlons-en. Dit-on encore WC en 2025 ? Je l'ignore, je suis vieille. Pourquoi il y a toujours la queue chez les femmes et pas chez les hommes ? C'est vrai ça ? Attention, cette discussion va être aussi binaire que nos toilettes, on s'en reparle un peu plus tard. La réponse courte, c'est parce qu'en termes de WC public, on a obtenu l'égalité, youpi ! J'avais déjà commencé à expliquer dans l'épisode 9 sur les féminismes que réduire le féminisme à la dimension d'égalité femmes-hommes, c'est très limité et pas franchement une bonne idée, et bien là, on en a une preuve. On alloue la même surface au WC pour femmes et au WC pour hommes, c'est de l'égalité. Mais, déjà, on peut mettre plus d'urinoir que de WC sur une même surface. Donc à surface égale, il y a moins de place pour pisser en même temps. Mais ça, c'est pas la seule raison pour expliquer la queue aux toilettes. Je me rends compte que dit comme ça, c'est bizarre. Loin de là. Même à nombre de postes égal, on n'atteindrait pas l'équité non plus. Ou l'égalité. Il se trouve que les femmes ont besoin en moyenne de 2,3 fois plus de temps aux toilettes que les hommes. Ah, c'est pisseuse, je vous jure. Bah non, en fait, ça va s'expliquer pour plein de raisons, mais pas à la taille de la vessie. Déjà, il faut plus de temps pour se déshabiller complètement, ça c'est l'aspect évident. Mais ce serait oublier Patrick le patriarcat, toujours tapis derrière son buisson. Les femmes sont plus souvent accompagnées par des enfants et des personnes âgées et handicapées, vu que c'est à elles que sont confiées les tâches de soins des autres. Donc, ça prend plus de temps. Si vous avez déjà essayé de faire pipi en même temps qu'un enfant de 4 ans, vous savez. Puisqu'on en parle, il y a aussi plus de femmes âgées et ou handicapées que d'hommes. Elles ont besoin de plus de temps, ça accroît la moyenne globale. La grossesse, le risque accru d'infection urinaire, plusieurs problématiques qui augmentent la fréquence de passage aux toilettes, tout ça, encore, accroît la moyenne. Sans parler des règles, ben oui, on ne va pas aux toilettes que pour faire pipi ou des sudoku. Oui, dans notre politique de toilettes publiques, on présume que seules les femmes ont leurs règles, on a dit que c'était binaire. L'équité voudrait donc des WC pour femmes plus grands, plus nombreux, mais les décisions sont prises généralement par des hommes qui préfèrent rire du temps que les femmes passent au WC. Et ça, c'est quand on a des WC. Qui n'a jamais connu cette galère de se balader dans une grande ville sans pouvoir s'arrêter dans des toilettes publiques ou n'en trouver que des crades, ou devoir payer un coca 36 € pour aller dans un bar ?
Oui, je sais, ça fait discours de campagnarde, j'assume. Des difficultés qui peuvent être aggravées si on est enceinte, si on a un handicap, si on a le périnée fragile, un risque accru d'infection urinaire, etc. Certaines personnes vont carrément renoncer à des sorties si elles savent qu'elles n'auront pas accès à des toilettes. Donc c'est loin d'être futile, ça peut affecter notre vie sociale. Mais quand ce problème est ponctuel, ça reste un problème, je dirais, de privilégiés. Dans le monde, d'après les Nations Unies, une femme sur 3 n'a pas accès à des toilettes publiques du tout. Et ça nous ramène toujours à la même discussion sur les coûts. On nous dit que les toilettes publiques, ça coûte super cher, ça coûte trop cher. Seulement si on regarde le coût de construction et d'entretien uniquement. Parce que l'absence de toilettes, ça a aussi des coûts sociaux et sanitaires notamment. Le temps perdu à chercher des toilettes, faire la queue, les sorties auxquelles on renonce, tout ça, on l'a déjà vu, les coûts sociaux. Dans certains pays, les filles et les femmes doivent attendre la nuit ou l'aube pour aller se soulager sans être vues, ce qui accroît énormément le risque d'agression. Oui, on va y revenir aux agressions tout à l'heure. On peut aussi citer les risques accrus de syndrome de choc toxique, notamment si on ne peut pas changer comme il faudrait ses tampons. Les douleurs et les conséquences médicales de se retenir, de faire pipi ou de s'abstenir de boire si on sait qu'on ne pourra pas y aller. Infection, constipation, déshydratation, etc. Des coûts sanitaires encore. On peut aussi choper des parasites si on le fait en plein air. Tout ça, ça a un coût énorme, et d'après Caroline Criado-Pérez, un coût bien supérieur au coût de construction et d'entretien des toilettes. Je la cite. Des études canadiennes et britanniques ont montré que les patients et patientes souffrant d'infections des voies urinaires, de distension de la vessie et de toutes sortes de problèmes urogynécologiques ont augmenté proportionnellement à la fermeture des toilettes publiques. Fin de citation. C'est là qu'on va revenir aux moqueries sur les femmes qui vont en bande au WC. Parce que l'une des principales raisons de ce comportement, et la raison pour laquelle les hommes ne le font pas, c'est pour limiter le risque d'agression. D'un coup, la blague est beaucoup moins drôle. Abonne-toi pour plus d'infos pour casser l'ambiance en soirée. Parce que oui, l'autre coût des toilettes mal pensées, c'est celui des agressions sexuelles. Se déchapper en plein air, ce n'est pas anodin. Parce que oui, il y a bien un enjeu d'agression sexuelle autour des toilettes publiques. Ah ah, tu vois! Oui, mais les agresseurs, comme toujours, sont à 90% des hommes cisgenres. Empêcher les femmes trans d'aller dans des toilettes pour femmes ne résoudra rien. Ça les placera juste plus à risque, soit d'agression dans les toilettes pour hommes, soit des problèmes sanitaires qu'on a déjà cités si elles se retiennent. Les agresseurs sexuels n'ont jamais eu besoin d'artifice pour agresser. Et on en revient toujours à la même question, qui décide ? En général, les comités d'urbanisme, comme le reste, sont très masculins. Et quand des hommes décident de comment les femmes vont devoir se soulager en regardant uniquement leurs lignes budgétaires, sans s'intéresser aux différences, il n'y a pas de mystère. On n'ajoute pas une ligne budgétaire, économie de dépenses sanitaires ou agression évitée dans la prise de décision. On devrait. Alors, on reste chez soi ? Pour le petit point vocabulaire, l'étude de comment l'espace public est réparti entre les genres, comment il freine ou favorise notre accès, notre autonomie, notre liberté, c'est le spatio-féminisme. Alors la grande question, c'est pourquoi on sépare ? C'est là qu'on va faire une petite histoire des toilettes publiques. Au-delà du spatio-féminisme, les chiottes, c'est politique pour tout le monde. On n'a pas toujours eu des toilettes publiques comme on les connaît, encore moins séparées par sexe. Sur ce point, je te conseille la vidéo de la chaîne L'Histoire nous le dira, qui décrit plusieurs hypothèses historiques, dont une remonte à l'époque romaine, où on séparait déjà les bains publics, roulement de tambour, pour protéger les femmes des agressions. Encadrer le corps des femmes plutôt que résoudre le problème à la racine, ça ne date pas d'hier. À l'origine, en France, les toilettes publiques telles qu'on les connaît sont apparues fin 18e, après un décret du roi interdisant d'uriner sur l'espace public. Et à Paris, elles vont beaucoup se développer après une grande épidémie de choléra dans les années 1830. Le choléra, c'est une maladie due à la contamination de l'eau par les matières fécales, d'où le rapport avec les toilettes. Donc dès le départ, on a bien une corrélation entre toilettes et santé publique. Je te mets un super article de Radio France sur l'histoire des toilettes publiques si tu as envie de creuser. L'Histoire nous le dira décrit entre autres l'apparition des premières obligations de toilettes non mixtes dans les entreprises dans le cadre de la révolution industrielle aux États-Unis. Raison invoquée, il fallait bien protéger la vertu des ouvrières, oui encore une histoire de soi-disant protection,
ces ouvrières qui venaient bosser en usine au lieu de rester bien sagement chez elles. Mais aller jusqu'à les payer autant que leurs homologues masculins, ben non, hein. Quitte à genrer, on va y aller jusqu'au bout. Donc on sépare les toilettes pour accommoder l'arrivée des femmes. On n'est pas sur un point de départ égal où on fait un truc de base, bien pensé pour tout le monde dès le début. Et cette division, elle perdure beaucoup jusque dans les années 2000. Pop quiz. Pour toi, les premières toilettes publiques vraiment adaptées aux femmes à Paris, ça date de quand et pourquoi ? Les premières sanisettes à Paris datent de 1981. Oui, j'ai bien dit 1981. Et une des raisons probables, évoquées par l'article de Radio France, c'est que les pissotières initiales favorisaient trop les rencontres homosexuelles et qu'il fallait empêcher ça. Voilà, voilà. Comme d'habitude, par défaut, les trucs pour les femmes sont rajoutés après, bien après, comme une note de bas de page, visiblement homophobe, la note de bas de page. De nos jours, les toilettes publiques sont de plus en plus rares et payantes en nombre insuffisant par rapport à la population, mais l'interdiction de se soulager dans l'espace public demeure. Et ça en dit long sur le rôle que les autorités accordent à l'espace public. Est-ce que c'est un lieu commun partagé où on va passer du temps, ou un espace transitoire où t'es pas censé t'arrêter ? Sans parler des personnes sans abri qui en ont besoin aussi et sont de plus en plus évincées de l'espace public. Faire de l'espace public un lieu pour personne, un lieu pas convivial, ça nous empêche aussi de nous y réunir, ce n'est pas anodin. Les chiottes ne sont pas juste là pour faire plaisir. Alors la grande question, c'est faut-il des WC non genrés ? Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, ces toilettes genrées ne le sont pas juste sur le plan de qui va faire pipi où. Les poubelles de règles vont aussi être aiguillées dans les toilettes pour femmes. Alors, entendons-nous bien, il en faut, je suis pas en train de dire le contraire. Mais on pourrait aussi en mettre partout, après tout. Les tables à langer sont aussi souvent mises par défaut dans les WC pour femmes. D'un point de vue pragmatique, c'est logique, vu que les femmes s'occupent la majorité du temps des enfants. Mais si on n'en met que chez les femmes, ça va pas contribuer à faire évoluer la répartition des tâches au sein du couple. Du coup, on fait quoi ? On dit qu'on n'a qu'à laisser les femmes langer les enfants, donc les pères ne peuvent pas sortir seuls avec leurs enfants, maman doit être là. Donc ça suppose qu'il faut qu'il y ait toujours une maman dans le décor, quand on tire le fil ça va loin. Ou alors, on va laisser les hommes cis aller dans les toilettes pour femmes langer leurs enfants tout en interdisant aux femmes trans de les utiliser pour elles-mêmes. Bravo, le féminisme transphobe, c'est bien pensé, Choisir de classer les toilettes entre hommes et femmes, ce n'est pas du bon sens, ça ne va pas de soi, c'est un choix politique. Et qui dit choix politique dit qu'on pourrait en faire d'autres. Par exemple, de plus en plus, depuis les années 2000, on peut avoir la division suivante. Des toilettes assises, séparées des urinoirs, séparées des toilettes pour personnes à mobilité réduite. C'est une distinction qui existe déjà dans certains pays, et même en France dans certains endroits, généralement quand l'espace disponible ne permet pas de faire deux grands espaces séparés hommes-femmes. Mais c'est pas la seule division possible. Par exemple, dans un collège de région parisienne, on a aussi testé des toilettes mixtes, mais qui vont être séparées par niveau, parce que l'établissement avait observé que les plus jeunes se retenaient par peur des plus grands et plus grandes, ce qui posait toujours les mêmes problèmes qu'on a déjà évoqués. Donc les arguments pour... C'est vrai quoi, on se dit bon allez, on s'en fout, on fait des WC non genrés, passe à la suivante. Ça aurait des avantages. Ça éviterait de policer qui doit aller où. Ça permettrait d'avoir les ressources logistiques, les poubelles, les tables, tout ça, pour qui en a besoin. Ça éviterait aux personnes non binaires, intersexes, de se positionner, de devoir dire dans quelle toilette je vais. De toute façon, plein de femmes cisgenres vont déjà dans les toilettes pour hommes parce qu'il y a toujours trop la queue, donc on ne ferait finalement qu'entériner un état de fait. Et dernier argument pour, séparer les toilettes n'empêche pas les agresseurs d'agresser. Mais on a aussi des arguments contre. C'est là qu'il faut rappeler que tout est lié et qu'on ne peut pas juste décréter des toilettes mixtes si on ne résout pas par ailleurs le problème des agressions sexuelles, que ce soit dans les toilettes et partout. Parce que ce problème des agressions me semble être le principal argument contre. Même si, on l'a dit, c'est temporisé par le fait que la séparation n'arrête pas franchement les agresseurs. L'autre argument contre, ça serait que se soulager ou changer son tampon, sa serviette à côté d'homme, pour certaines, c'est gênant. Mais selon les témoignages, il semble que ce soit surtout gênant au début. Et il faut s'habituer, comme pour tout changement.
Et personnellement, j'avancerais que ça ferait peut-être pas de mal aux hommes cisgenres de se confronter un peu plus à la réalité du terrain. Aussi, parmi les côtés contre, spontanément, je me disais, si on a toilettes mixtes, il faudrait aussi apprendre à certains à pisser assis ou pas à côté. Beaucoup, dont moi, ont ce préjugé des toilettes pour hommes sales. Mais renseignement pris, mon historique de navigation, lui, est crade, c'est sûr, selon les endroits, les toilettes pour femmes sont plus sales que les autres. Et si on y réfléchit bien, c'est logique. Si elles sont utilisées à une fréquence plus élevée, mais pas lavées plus souvent, elles vont se salir plus vite. C'est logique. Là encore, une égalité de nettoyage n'a aucun intérêt. On n'est pas sur une question de genre, mais d'inadéquation des moyens, du nombre de places et de la fréquence d'entretien. Ce qui est un choix aussi. L'égalité n'est pas la panacée. Alors pour conclure, tu comprends maintenant un peu mieux, j'espère, pourquoi oui, les toilettes sont un enjeu féministe et pas juste le début d'une blague scato-sexiste. Et pourquoi les polémiques transphobes prennent tout l'oxygène et les ressources, y compris financières, qui empêchent une vraie discussion là-dessus. Alors, peut-on être transphobe et féministe ? Revenons quand même sur cette panique morale évoquée en intro. On va rappeler aux personnes qui prétendent vouloir interdire les toilettes pour femmes aux femmes trans que quand on parle des personnes trans, on ne parle jamais vraiment que d'elles. Il faut bien comprendre, puisque le simple fait de respecter les personnes trans ne suffit pas apparemment, et entendons-nous bien ça devrait, que les conservatrices et transphobes de tout poil ont surtout à cœur de policer toutes les femmes. Contrôler leur corps, ce qu'elles ont le droit de faire ou pas. Accepter une législation interdisant aux personnes trans de faire ceci ou cela, que ce soit faire pipi, du tir à l'arc, porter une robe, peu importe, c'est autoriser la police, les instances de pouvoir, à regarder dans la culotte de tout le monde. Y compris les femmes cisgenres, d'accord, mais aussi y compris les gamines. Ben oui, comment on peut faire le tri sinon ? Laisser des adultes regarder dans la culotte des gamines, je ne suis pas sûre que ça résolve le féminisme du jour au lendemain. Donc les femmes, et je pense à une milliardaire en particulier, arrêtez de donner des sous à la franchise Harry Potter par pitié, qui défendent ses idées et dépensent des fortunes pour ça, au nom du soi-disant féminisme et de la protection des vraies femmes, j'ai mis des guillemets, n'atteignent même pas leur objectif affiché, ne résolvent aucun problème parmi ceux qu'on a cités, ne protègent aucune femme, ne défendent rien d'autre que le patriarcat et son droit à encadrer le corps des femmes. Alors, je leur dis, merde, cette circonstance. Et je vous dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode. Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes de Caroline Criado-Pérez. Et je rajoute 2 articles, un reportage sur le fameux collège qui a testé un nouveau modèle de répartition des toilettes, l'article de France Culture de l'amphore aux Sanisettes, l'histoire parfois érotique des toilettes publiques, et la vidéo de l'histoire nous le dira, les toilettes genrées, une invention récente. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!